Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation GNU Linux. Donc petite nouveauté certainement pour une partie d'entre vous. Si vous venez de Windows ou que vous venez de macOS, vous êtes peut-être venu ici par curiosité ou simplement parce que vous avez déjà entendu parler de Linux un petit peu autour de vous sur internet et que vous vous y intéressez. Et je vous propose dans cette formation de découvrir un petit peu ce type de système d'exploitation. Alors je parle de type de système d'exploitation puisqu'il y en a, comme vous allez le voir dans la suite des vidéos, plusieurs, on appelle ça d'ailleurs des distributions, qui s'articulent autour du même système d'exploitation, le même OS, mais peut proposer différentes choses, selon la version que vous utilisez. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette formation, et je vous ai fait un petit diaporama, enfin un petit PDF en fait par rapport à ça, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo si vous voulez le récupérer pour vous, histoire de l'avoir de côté. Vous pouvez le récupérer en téléchargement dans la description, il est disponible. Voilà, et nous on va voir un petit peu tout ça rapidement sur cette vidéo d'introduction. Alors, ce que je voulais vous montrer déjà en premier, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus, et de toute manière on aura l'occasion d'y revenir sur les séances suivantes, au fur et à mesure que je vous montrerai et que je vous apprendrai à utiliser ce genre de système. Mais là je voulais déjà vous faire une bonne intro, histoire que vous sachiez sur quoi vous allez vous lancer, sur quoi vous allez vous intéresser, et de voir effectivement si ça vous convient ou non. Alors faut savoir qu'à la base, donc GNU Linux, d'accord, c'est un projet qui date quand même maintenant, qui date des années 90, même encore avant, on peut même parler des années 80 pour certains autres projets, et ça tient sa base, si on veut être assez général, puisque mon but c'est pas de vous faire un cours d'histoire ou quelque chose d'ultra détaillé sur l'historique un petit peu du système, je vais vous faire quelque chose d'assez court, et si vous êtes plus curieux et que vous voulez en savoir un plus, vous pouvez les regarder sur internet, où vous pourrez poser des questions dans les commentaires, et je répondrai un petit peu à vos questions, vos interrogations. Alors à la base, on a grosso modo deux projets, d'accord, c'est-à-dire qu'on a le premier projet qui s'appelle GNU, qui a été fondé par Richard Stallman, ou Richard Matthew Stallman, qu'on appelle d'ailleurs via le diminutif RMS, donc ce monsieur-là que vous voyez ici, et qui est représenté par un logo, parce que vous savez que souvent chaque projet, etc., a un logo, donc là c'est un logo de GNU, tout simplement, qui est utilisé pour ça. Alors on dit GNU, on dit pas forcément GNU, mais ça après sur la prononciation, ou comment dire un mot, honnêtement, bon, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête à ce niveau-là, vous appelez ça comme vous voulez, du moment que c'est compréhensible par les autres, c'est tout ce qui compte. Donc nous en fait c'était un ensemble de logiciels, si vous voulez, de programmes qui permettaient donc de faire pas mal de choses. Par exemple, si vous avez fait, si vous avez suivi la formation au langage C, il faut savoir que le compilateur GCC que vous utilisez fait justement partie, de ce projet GNU qui est un ensemble de programmes disponibles. Voilà, donc monsieur Richard Stallman est justement la personne qui s'est chargée du développement en fait de la conception de GCC, qui a bien évidemment été rejoint par d'autres personnes puisqu'on peut pas tenir ce projet tout seul, bien évidemment. Mais à la base, voilà, ça vient de ce monsieur-là. Donc il y a eu cette partie-là. Le problème, c'est que tous ces petits programmes, on sait bien développer des petits programmes, de faire quelques petites choses comme ça à droite à gauche, parce que c'est vraiment réparti sur plein de programmes. Mais il fallait avoir, si vous voulez, un support en fait pour pouvoir proposer tout ça et le faire développer. Et c'est là qu'un autre monsieur, donc dans une université qui s'appelle Linus Torvalds, est intervenu, donc Linus Torvalds, qui a fondé le fameux noyau Linux, dont on entend parler un petit peu partout, même si maintenant c'est un terme utilisé pour parler en fait de manière globale des systèmes GNU Linux, ou même Linux par abus de langage. Il y a des gens qui évitent de dire GNU Linux. Donc moi je vais insister sur le fait de bien nommer ça GNU Linux, mais encore une fois, si vous appelez ça seulement Linux, c'est pas grave du tout, c'est plus simple et plus rapide à dire. Les gens au moins vous dites Linux, tout le monde sait de quoi vous parlez en général, pour ceux qui connaissent bien sûr le domaine. Si vous dites GNU Linux, c'est plus, on va dire, c'est plus un critère historique, d'accord, ou d'antériorité, puisque GNU est arrivé avant. Donc là vous voyez que Richard Stallman, je mets 83, donc il y a eu des développements aussi en 86, et c'est à partir de 91 donc que Linux s'est popularisé en fait, a été proposé, puisque c'était un projet d'université à la base. Linus Torvalds avait fait ça durant ses études, et c'est par la suite qu'il a vu que ça pouvait effectivement avoir un engouement, ça pouvait susciter un intérêt auprès des gens, et ça a été par la suite en tout cas déployé, distribué auprès du grand public. Donc voilà, GNU Linux, pour résumer, je m'arrêterai là, j'en dirai pas plus. Faut savoir que c'est d'un côté GNU par monsieur Richard Stallman, et de l'autre côté un noyau Linux fait par Linus Torvalds, c'est pour ça que le nom, vous voyez, a été repris de son prénom, et c'est ça, donc la fusion de ces deux-là qui ont formé la base du système GNU Linux que l'on connaît aujourd'hui, ou du système Linux si vous voulez simplifier pour nommer en fait ce type de système. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors maintenant on va en venir un petit peu à des concepts, d'accord, c'est-à-dire que vous êtes sûrement beaucoup vous demander du coup en quoi ça consiste en fait, qu'est-ce que GNU Linux, parce que vous connaissez peut-être Windows, vous connaissez macOS, maintenant sur les mobiles vous connaissez aussi Android, iOS, etc. Solaris pour les plus, je pense aux anciennes générations. Voilà, donc vous connaissez pas mal de systèmes, et du coup c'est quoi GNU Linux en principe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à savoir en fait grosso modo si on devait établir un petit sommaire. Alors en principe GNU Linux d'abord c'est
pas forcément toutes les versions, d'accord, des systèmes GNU Linux, mais en partie, ça suit un certain modèle de liberté. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle notamment la licence libre. Donc c'est pas forcément une licence, mais c'est plus une philosophie, comprenez ça. C'est-à-dire que c'est une manière en fait de s'accorder sur certaines règles, notamment 4, d'accord. Il y a 4 libertés fondamentales qui font par exemple qu'on dira qu'un logiciel, qu'un programme, d'accord, ou qu'un système est dit libre, qui sont les suivantes. Il y a la liberté 0, parce qu'évidemment on est en informatique, donc vous savez pour ceux qui programment qu'on commence toujours par 0. Donc la liberté 0 en fait ça vous donne le droit de pouvoir exécuter un programme et l'utiliser peu importe l'usage, d'accord. C'est-à-dire qu'on se fiche de l'usage que vous allez en avoir, c'est vous avez cette liberté de l'utiliser pour n'importe quel usage possible et bien évidemment d'exécuter les programmes qui sont proposés comme ça. La liberté 1 en fait c'est la possibilité la liberté en tout cas de pouvoir regarder le code d'un programme, donc l'analyser, de pouvoir l'étudier et pourquoi pas si besoin, si vous êtes développeur programmeur, l'adapter à vos besoins. Admettons que vous avez un logiciel libre et qu'il y a une fonctionnalité qui est manquante ou il y a quelque chose que vous aimeriez changer, je sais pas moi, ça peut être le design du logiciel ou autre, et bien vous pourrez le faire, vous pourrez accéder au code source, l'analyser, l'étudier et également le modifier pour pouvoir améliorer en fait tout ça. Mais on va revenir après parce que ça c'est un autre point. On a la liberté 2 qui consiste à pouvoir redistribuer tout simplement ce programme, d'accord. Donc un programme qui est libre, vous allez pouvoir le redistribuer donc sous forme de copie. Et le truc c'est que le libre en fait, la philosophie du libre se fiche en fait de savoir si quelque chose est gratuit ou payant. C'est-à-dire que vous pourriez très bien reprendre un programme libre et ensuite redistribuer des copies payantes. C'est tout à fait possible, ça peut fonctionner à usage commercial. Donc que ce soit gratuit ou payant, vous pouvez du coup redistribuer des versions modifiées de votre programme. Et ça rejoint la dernière liberté, donc la liberté 3, d'accord, qui est donc le droit tout simplement de pouvoir améliorer un programme. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un autre développeur qui l'a fait que vous ne pouvez pas y toucher ou l'améliorer. Au contraire, si vous voulez l'améliorer, vous avez des idées d'amélioration, c'est parfaitement bienvenu. Et du coup, vous avez donc cette liberté de pouvoir redistribuer vos modifications, vos améliorations au grand public, puisque c'est là tout l'intérêt. Le but en fait, c'est de pouvoir redistribuer un petit peu auprès de tout le monde, que ça profite à tout le monde et pas seulement par exemple à vous qui avez modifié ou adapté le logiciel. Voilà, ça ce sont donc les 4 règles qui reposent sur cette philosophie du libre et GNU Linux en partie se base beaucoup là-dessus parce que c'est un petit peu leur intérêt pour eux, c'est de suivre un petit peu et respecter ce modèle de liberté. Alors après on a une différence aussi avec l'open source. L'open source dont je vais en parler très brièvement parce qu'on aura l'occasion de le détailler un peu plus après dans les prochaines séances. L'open source c'est un petit peu, à la base c'était un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il voulait par exemple permettre aux gens d'accéder au code source des programmes, mais il faut comprendre que l'open source dorénavant, puisqu'ils sont pas du tout d'accord pour dire par exemple que c'est égal au libre, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir quelque chose de libre qui est open source, mais l'open source n'est pas forcément libre. L'open source c'est surtout une méthodologie de développement, c'est-à-dire qu'on parle en termes techniques codage, c'est-à-dire qu'un développeur qui va créer un logiciel, s'il veut que son code soit disponible, etc., on va parler d'open source. Le libre, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes là, vous avez vu que c'est plus une philosophie, d'accord, c'est pas forcément quelque chose de technique. On pourrait d'ailleurs appliquer cette notion de liberté, donc de libre, à d'autres choses que de l'informatique, alors que l'open source, l'appliquer à autre chose qu'informatique, ce serait pas logique. Là on parle vraiment en termes techniques, codage, alors que la liberté, le libre, ça peut être appliqué un peu partout. On pourrait avoir ça en jardinage, en cuisine, en un peu n'importe quoi en fait. Ça pourrait tout à fait s'adapter. Voilà, donc ça c'était le premier point, en tout cas, un premier principe que je voulais vous exposer. Le deuxième, qui est quand même très important, c'est le fait d'assurer, alors c'est un mot compliqué, l'interopérabilité, d'accord, qui veut tout simplement dire en fait s'assurer que d'une personne à l'autre, peu importe l'ordinateur que vous avez, vous allez pouvoir avoir en fait les mêmes choses. Alors, le premier plus important, ce sont les formats ouverts, je voulais le citer. Par exemple, si vous utilisez certains logiciels de traitement de texte, certains logiciels donc dits bureautiques, vous avez des formats qu'on appelle l'open document. L'open document, ça assure en fait, par exemple, que si vous écrivez, je sais pas, un programme, donc un traitement de texte sur votre PC, et que vous l'envoyez par mail à un de vos collègues, sur son PC, s'il peut bien évidemment travailler avec ce même format ouvert, quand il va ouvrir votre fichier, il aura exactement l'identique. Il n'y aura pas de choses différentes au niveau de l'affichage, tout ça. C'est là tout l'avantage des formats ouverts. C'est de permettre donc déjà de ne pas devoir avoir un système de droit, d'accord, obligatoire, ou même carrément de devoir payer des formats, parce que c'est des formats en général qui sont gratuits, et surtout d'assurer la compatibilité, peu importe la personne qui va lire en fait le fameux fichier. Donc on retrouve ça sur les fichiers de traitement de texte, on retrouve ça sur les tableurs par exemple si vous utilisez un format ouvert, on peut retrouver ça dans d'autres formats également. Il peut y avoir des formats d'encodage, etc. qui sont ouverts, des formats pour les médias, des formats pour le web, voilà, tout à fait ça. Et l'autre point que je voulais citer, c'est le fameux respect des normes, donc ça revient sur tout le web, par exemple je pense à Firefox, d'accord, Mozilla avec la fondation Mozilla avec le navigateur web Firefox, qui
se charge en fait de respecter les normes du W3C, d'accord, ou le World Wide Web Consortium, si on va être plus exact aussi. C'est-à-dire que leur but en fait, c'est de s'assurer de bien respecter les normes qui ont été établies par toutes ces personnes-là, pour s'assurer en fait que quelqu'un qui va être un site qui va être développé par exemple et affiché sur Firefox respecte ces fameux standards. Chose que d'autres types de logiciels ne feraient pas forcément. Alors après, Firefox c'est pas forcément GNU Linux, d'accord. Firefox c'est un logiciel que vous pouvez d'ailleurs installer sur Windows ou macOS, ça pose pas de souci. Donc on s'écarte un tout petit peu de ça, mais c'est surtout pour comprendre que GNU Linux en principe, ils favorisent et ils encouragent l'usage de logiciels tout simplement qui respectent les normes et qui utilisent des formats ouverts. Voilà, c'est ça qu'il faut dire plus exactement. C'est qu'ils encouragent ça. Alors j'ai mis assure l'interopérabilité, mais on peut dire également encourage l'interopérabilité, c'est tout à fait pareil. Voilà. Donc l'utilisation de formats ouverts et le fait de bien respecter les normes ou évidemment des conditions voilà qui ont été par exemple spécifiées. Donc ça c'était le deuxième point que je voulais aborder, qui est quand même super important, enfin que je trouve moins important à vous partager et à vous dire. Et ça rejoint très très rapidement, parce que ça peut se trouver un peu partout, le troisième point qui est, notamment par rapport à la liberté, de viser le partage et l'échange. Parce que justement, vous allez retrouver, comme il y a surtout beaucoup de distributions possibles de Linux et beaucoup de gens du coup qui peuvent travailler sur des codes, des logiciels, tout ça, vous allez avoir beaucoup de communautés qui vont se développer, d'espaces d'échange, des forums, des salons IRC, ce genre de choses. Donc ça incite les gens un petit peu à s'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a des gens à la base qui n'étaient que utilisateurs en fait d'un système de Linux et qui deviennent petit à petit contributeurs ou développeurs, enfin vous voyez, qui interviennent en fait comme acteurs sur sur cette espèce d'univers, ce qu'on peut appeler ça un univers, un monde, le monde GNU Linux, l'univers GNU Linux. Donc c'est plutôt sympa, ça encourage vraiment le partage et ça incite les gens à partager, à échanger entre eux, à discuter aussi. Alors bien évidemment on peut discuter, il y a des gens qui discutent autour de Windows, il y a des gens qui discutent autour de macOS, bien évidemment. Mais je vous dis ici qu'au niveau de GNU Linux, on encourage beaucoup ça, donc c'est un des principes, je trouve en tout cas selon moi, de ce système d'exploitation. Donc vraiment, il y a beaucoup de discussions qui se font autour de ces systèmes-là et je trouve que c'est important, parce que c'est bien de discuter, d'échanger, de débattre. Quatrième point dont je voulais parler, qui lui n'est pas un des moindres, c'est que en principe donc GNU Linux propose une meilleure sécurité. Alors je ferai pas toute une vidéo complète pour parler des virus ou des menaces possibles ou impossibles sur Linux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez de toute manière, quoi que vous pourriez voir sur internet ou lire, etc., une meilleure sécurité sur un système GNU Linux par rapport à un système par exemple Windows ou macOS. Tout simplement parce que ce sont des systèmes qui ont été conçus à la base de manière à bien séparer en fait les privilèges. Les privilèges, c'est tout simplement un système de droit qui vous permet de faire certaines choses ou non sur un système. Par exemple, lancer un logiciel, on va dire que ça va être un privilège tout à fait normal pour un utilisateur lambda. Par contre, installer un logiciel, ça demande justement sur GNU Linux des privilèges supplémentaires, d'accord? C'est un droit en plus que n'importe quel utilisateur ne peut pas faire. Désinstaller, pareil, c'est même encore pire. Pouvoir supprimer des fichiers système ou autre, ça demande des privilèges particuliers. Ce qui peut corrompre, d'accord, ou venir entacher la sécurité d'un système de Linux, c'est une faille, d'accord, dans un logiciel, dans un programme, dans un protocole ou autre, qui permettrait ce qu'on appelle une élévation de privilèges. C'est-à-dire que vous allez pirater, par exemple, un système ou autre, ou exploiter une faille pour hacker, en fait, pour permettre d'obtenir les privilèges qui sont demandés. C'est un peu comme si, par exemple, vous aviez une salle secrète fermée, d'accord, verrouillée par carte, et que pour le seul moyen de pouvoir y rentrer, si vous êtes d'accord, c'est évidemment de pouvoir donc soit de pirater le système, bien évidemment, donc trouver une faille dedans, ou alors de voler la carte de la personne qui a accès à cet endroit-là. Et évidemment, à partir du moment où vous avez l'accès, vous pouvez faire tout n'importe quoi, et la sécurité est dite corrompue. Mais, d'une manière générale, comme il y a effectivement une bonne distinction des privilèges et des droits de chacun, c'est-à-dire qu'un utilisateur A, il n'aura pas forcément les mêmes droits qu'un utilisateur B, chose qu'on va retrouver de manière plus courante, par exemple par contre, sur Windows et macOS, c'est-à-dire que Windows, macOS, vous installez le système par défaut, vous êtes administrateur. Donc si vous allez dans le dossier système 32 que vous le virez, votre Windows il ne marche plus, vous devez réinstaller tout votre système. Sur Linux, ça c'est pas possible. Si sur Linux vous allez dans les fichiers du système, vous essayez de les supprimer en faisant un clic droit supprimer, ça ne marchera pas. On vous dira que vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant c'est votre système, vous l'avez installé. Il faudra passer en mode super utilisateur ou en administrateur, ou avoir, si vous êtes dans une école ou autre, les privilèges adéquats pour pouvoir le faire. Donc c'est ça que je veux dire, d'accord, qu'il y a une meilleure sécurité dans ce sens-là, c'est qu'on laisse pas en fait l'utilisateur de base faire tout et n'importe quoi sur ce genre de système, et du coup bien évidemment ça propose une meilleure sécurité et on va dire en conséquence aussi une meilleure stabilité. On a quelque chose de plus stable puisque ça évite de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Mais je reviendrai, je pense que je ferai des vidéos à part là-dessus sur tout l'aspect sécurité autour de Linux, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a
plein de gens qui vous disent mais non, c'est pas sécurisé Linux, regardez ce qui se passe sur Android, etc. Si vous voulez, on peut en parler dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques à faire, on peut en parler dans les commentaires de cette vidéo. On pourra en parler aussi sur le Discord, hein, sur le serveur en vocal, tout ça, ou dans des lives. Bref, on aura l'occasion et toujours, voilà, toujours l'occasion de rediscuter un petit peu de tout ça. Et bien évidemment, le principe surtout même de GNU Linux, et j'ai mis pas d'image pour ça, c'est qu'il, en théorie, parce que bon après, en pratique, bon ça c'est assez respecté aussi, c'est qu'il peut se déployer du coup partout. Vous avez du Linux sur les serveurs, vous avez du Linux sur vos ordinateurs ou sur des super ordinateurs ou des calculateurs. On a du Linux également en robotique, en domotique, sur tout ce qui est système embarqué, les consoles de jeux, etc. Donc là d'ailleurs, pour l'exemple, bon j'ai affiché quelques trucs. Vous avez par exemple en haut à droite, là vous avez un Raspberry Pi, d'accord, qui est un espèce de micro PC en fait que vous pouvez utiliser. Vous avez un quadricoptère, d'accord, pour manipuler voilà, les hélices, même avec un système de caméra. Vous avez les décodeurs, vous avez la robotique, les serveurs, et puis en domotique, donc dans vos maisons, par exemple, ça peut être même sur vos frigos, etc., sur des appareils connectés, bref, vraiment partout. C'est vraiment ça l'intérêt aussi de GNU Linux, c'est que du coup, il peut être disponible un peu partout. Donc voilà. Donc ça, c'était grosso modo ce que je voulais vous montrer un petit peu le concept de GNU Linux, d'accord, ce qui s'articule en fait autour de tout ce type de système d'exploitation. Et du coup, j'en viens à des questions intéressant, et surtout pour l'utilisateur, je me dis lambda, c'est-à-dire que l'utilisateur qui débarque comme ça sur GNU Linux, il sait pas trop un petit peu à quoi s'attendre, c'est du coup pour qui, voilà, pour qui ça peut être utile d'utiliser ça et pourquoi surtout. Pourquoi utiliser GNU Linux, c'est je pense la question la plus importante. Avant de vous dire voilà, de parler de sécurité, de stabilité, tout ça, le plus important c'est vous dire pour moi en fait à quoi ça va me servir d'utiliser ça, sachant que je suis déjà sur Windows ou macOS, quel intérêt en plus. Et là j'ai trié un petit peu les points par selon moi, encore une fois, ça ne regarde que moi, ça veut pas dire que j'ai forcément raison par rapport aux autres, mais selon moi, c'est les points importants, c'est-à-dire je les ai faits par ordre de priorité, d'accord, par rapport à ce que les gens, par rapport à ce que j'ai pu lire, etc., au retour que j'ai eu, si vous voulez, priorisent en fait par rapport à l'autre. Le premier point le plus important, je pense qu'il revient partout, quoi qu'on en dise, c'est la gratuité. Mais attention, pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes Linux, en majorité, ils sont gratuits. C'est quand même un gros avantage, c'est-à-dire que vous pouvez installer un OS sur votre PC sans rien payer, il n'y a pas de licence à payer, etc. Par contre, il existe des distributions GNU Linux qui sont payantes. Donc attention, qui dit GNU Linux veut pas forcément dire gratuit, d'accord? Mais c'est quand même un point pour l'utilisateur tiers qui est important pour lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à Linux simplement parce qu'il est gratuit, parce qu'ils ont peut-être pas les moyens de payer une licence Windows, pas les moyens de partir sur Mac, et carrément un macOS pour le système, ou autre, et qui du coup veulent un truc voilà qui leur coûtera rien. Il me semble que c'est un argument qui est le plus demandé en fait pour les gens qui s'intéressent à Linux, c'est le fait de se dire c'est gratuit, du coup moi ça m'arrange, voilà. Donc ça je voulais le mettre en premier, mais attention, pas toujours, il y a des exceptions. Le deuxième point qui est, selon moi, le plus important et qui revient surtout, et qui devrait être vraiment respecté, c'est le besoin. C'est-à-dire que si vous avez, et je vous le dis maintenant tout de suite, si vous avez absolument tout ce qu'il vous faut sur Windows ou macOS ou un autre système quelconque, honnêtement, ça sert à rien d'essayer Linux, je vous le dis. Après, vous pouvez vous y intéresser par simple curiosité, pour pour de la culture générale, mais inutile de vous mettre sur Linux si vous avez déjà tout sur votre système actuel. Je sais qu'il y a très peu de monde qui vous dirait ça, mais moi je vous le dis clairement, si votre Windows, votre macOS remplit et satisfait absolument tous vos besoins, ça sert à rien de vouloir changer pour dire je change ou alors je fais comme tout le monde. Non, faut vraiment que l'intérêt, donc je vous dis le premier soit la gratuité, voilà, si pour vous c'est important que ce soit gratuit et que du coup ça vous évite de devoir payer, et le deuxième point important c'est le besoin, c'est-à-dire par exemple vous êtes sur un système mais il vous manque certaines choses, il y a des choses qui vous dérangent sur Windows ou il y a des choses qui vous dérangent sur macOS et du coup vous dites peut-être que sur Linux les derniers besoins qui me manquent ils vont être comblés. Donc à ce moment-là ça peut être un point je pense important selon moi qui donne du coup de l'intérêt à utiliser un système de Linux. En deuxième point. En troisième, c'est tout simplement la nouveauté. Voilà. Il y a des gens qui en ont peut-être marre, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes sur Windows, pour certains, peut-être même plus, vous avez connu les débuts de Windows. Il y en a peut-être qui sont sur macOS mais qui en ont toujours marre ou qui supportent plus l'interface. Vous avez besoin de changement, voilà, simplement. C'est la routine, toujours le même système, ou alors ça arrête pas de bugger chez vous, vous en avez marre parce que c'est on va dire l'évolution des systèmes ne vous convient plus, c'est plus du tout dans dans vos besoins justement, donc ça rejoint le point précédent, et vous avez besoin de nouveau. Donc ça peut être simplement ça. Il y a des gens peut-être qui disent tiens Linux je connais pas, du coup ça m'intéresse, voilà. Parce que je suis curieux, j'aime ce qui est nouveau, j'ai envie de découvrir autre chose, de découvrir de nouveaux horizons. Donc je pense que c'est un point que je revois d'ailleurs souvent parmi les gens qui me contactent, tout ça. On me parle souvent de ça, tiens Linux, j'en ai entendu parler, du coup ça m'intéresse, vous voyez. Ils savent même pas que c'est gratuit ou non, ils savent même pas que ça peut faire ci ou ça. C'est juste parce qu'ils connaissent pas, du coup tout de suite ils sont intéressés par ça. C'est tout. Donc la nouveauté, c'est un point qui revient souvent, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième.
En quatrième, j'en ai parlé précédemment, on a la sécurité et la stabilité. Des gens qui seront un petit peu renseignés sauront qu'effectivement vous aurez une meilleure sécurité sur Linux que sur Windows par exemple ou macOS. Et pour certaines personnes, et vous voyez que c'est seulement en quatrième point, ça peut en intéresser. Pourquoi je l'ai mis en quatrième alors que les gens en général vous l'aurez mis tout de suite en premier? Tout simplement parce que Madame Michu, donc ce qu'on appelle l'utilisateur encore une fois lambda, d'accord, la personne d'une manière générale, à la rigueur s'en fiche que son système soit sécurisé ou stable. Tout ce qu'il veut, c'est d'utiliser un système et de pouvoir aller sur Facebook, je vous le dis honnêtement, regarder des films, écouter de la musique, faire du traitement de texte pour ceux qui travaillent, notamment voilà ceux qui font des études par exemple, qui ont besoin d'écrire des rapports ou autres, et c'est tout. La majorité des gens, ça il faut le comprendre, c'est super important, c'est tout ce qu'ils veulent faire sur leur PC, tout ce qu'ils font sur leur PC. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo aussi, mais ça c'est encore un autre point. Mais voilà, donc il y a qu'une minorité de gens vraiment qui se disent moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la sécurité, la stabilité. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième point, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui recherchent du gratuit ou de répondre à leurs besoins ou la nouveauté avant la sécurité et la stabilité. Donc c'est pour ça que je le mets seulement ici au niveau importance, selon les gens et les retours comme je vous ai dit que j'ai eu. En cinquième point, il y a la liberté, tout simplement, voilà. Donc ce que j'ai évoqué aussi tout à l'heure avec la fameuse philosophie du libre. Il y a des gens pour qui, effectivement, ça a un intérêt d'utiliser des logiciels libres ou de se mêler un petit peu à cette philosophie-là. Après, pareil, je l'ai mis seulement ici parce qu'il y a des gens, franchement, honnêtement, ils s'en foutent. Savoir, par exemple, que Mozilla Firefox, c'est un logiciel libre, ils en ont absolument rien à faire. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un navigateur pour aller sur Facebook, pour consulter leurs mails, regarder des vidéos en streaming, et c'est tout. Ou aller sur YouTube, etc. Ils s'en fichent de savoir après derrière comment le logiciel a été conçu, par qui, comment, machin, et tout ça. Voilà. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont installé Firefox, ça leur a rien coûté, et c'est tout. Point. Donc c'est vraiment une minorité de gens qui vont effectivement s'intéresser à la liberté d'un logiciel, le fait qu'un logiciel soit libre. Moi par exemple j'en fais partie, ça m'intéresse aussi, mais je peux être tout à fait conscient qu'il y a une majorité de gens pour qui voilà ça n'a aucune importance ou alors vraiment très minime. C'est pour ça que je le place ici. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, d'accord, tout ce qui est un peu, voilà, je vous dis, pourquoi en fait, les raisons d'utiliser GNU Linux, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais vous donner quelques noms, mais on va de toute façon voir ça pour la séance suivante, de distributions, d'accord, GNU Linux. Alors, on a des distributions qui sont les bases, en fait, d'accord, c'est des grosses distributions, on les appelle même certaines des méta-distributions. On a Arch Linux, pardon, on a Debian, on a Gentoo, Red Hat, Slackware, donc c'est des noms comme ça, qui vous diront certainement rien pour une partie d'entre vous et pour d'autres aussi, mais c'est juste à savoir, c'est des petits noms comme ça en exemple que je vous donne. Et on a beaucoup de distributions qui ont dérivé de ces grosses distributions-là, ou alors de d'autres, que j'ai pas forcément citées, comme Elementary OS, Fedora, Andy Linux, Mageia, Manjaro, Mint, OpenSUSE, qui lui-même hérite de SUSE, donc la version non, on va dire non libre et non gratuite, qui elle-même à la base hérite de Slackware, par exemple, Triskel, Ubuntu, etc. Donc Ubuntu qui est très connu, très répandu, vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs, si vous êtes déjà intéressé à cet univers-là avant. Voilà. Et j'ai voulu aussi également vous citer quelques exemples de logiciels, donc des logiciels libres, d'accord, c'est-à-dire qui respectent bien les 4 règles qu'on a évoquées tout à l'heure. Vous avez par exemple Triskel, que j'ai cité un plus haut, qui est une distribution Linux, d'accord, qui repose exclusivement sur des logiciels libres. On a le fameux Firefox, je pense que vous êtes beaucoup à utiliser ce navigateur-là, donc vous connaissez. VLC, le fameux lecteur audio et donc vidéo, donc le lecteur média, pareil, qui est très utilisé un peu partout, même sur Windows, tout ça. Python, pour ceux qui suivent la formation Python, sachez que Python est libre, d'accord. C'est-à-dire que vous pourriez, si vous voulez, récupérer le code source de Python, le modifier et faire votre propre version de Python. C'est tout à fait possible, c'est autorisé, puisqu'il respecte effectivement les 4 règles qu'on a, que je vous ai dit tout à l'heure. Et LibreOffice, qui est un logiciel de traitement de texte. C'est un peu l'équivalent libre de Microsoft Office, tout simplement, voilà, ou la suite qu'on a sur macOS. Voilà. Et on a d'autres logiciels, mais vous connaissez aussi les logiciels dits privateurs, donc c'est l'inverse en fait. Les logiciels privateurs, on n'a pas le code source. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire, on peut pas le modifier. Windows, qui est un très bon exemple. Vous pouvez pas accéder au code source de Windows, le modifier puis le redistribuer en le revendant ou autre. Excel, ça rejoint la suite Microsoft Office. On a Photoshop de Adobe, on a Vegas Pro de Sony ou Steam pour ceux qui font du jeu vidéo, voilà. Donc Steam est gratuit, vous voyez, mais par contre il est privateur. Vous pouvez pas avoir le code source de Steam et certainement pas le modifier pour faire votre propre version de Steam à vous, c'est pas possible. Voilà. Donc ça c'était grosso modo, voilà, pour répondre à quelques questions, pour qui, pourquoi, les raisons en fait d'utiliser GNU Linux tout simplement. Alors là,
ce qu'il faut retenir grosso modo, d'accord, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, donc ça c'est un petit résumé grosso modo de ce qu'on a vu, c'est d'abord, il faut savoir que d'autres systèmes que Windows ou macOS existent. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens souvent, ils ont passé tellement d'années sur Windows qu'ils pensent qu'il y a que ça qui existe, ou alors donc ils connaissent quand même Mac, parce que vous connaissez les PC Mac, et du coup connaissent macOS, et il y a plein de gens, le Linux, ils savent même pas que ça existe en fait. Pour eux, c'est un PC, c'est forcément sur Windows, et un Mac qui est, je rappelle, un PC, d'accord, Mac c'est un PC aussi, hein, faut pas croire que PC c'est quelque chose et Mac c'est autre chose. Un Mac c'est un PC aussi, et du coup ces gens-là sont sur macOS et du coup pensent que voilà, il y a que ça, il y a Windows et il n'y a rien d'autre. Mais non, donc c'est bien de savoir qu'il y a autre chose, et c'est pour ça que je pense que c'est bien à retenir aussi, voilà, de savoir qu'il y a autre chose que ces systèmes-là, et que sur téléphone il y a même autre chose qu'Android et iOS. Faut savoir aussi que les systèmes GNU Linux, ils sont parfaitement accessibles, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vous diront c'est trop compliqué pour un débutant, c'est trop compliqué, plus compliqué que Windows, plus compliqué que macOS. Je vous le dis tout de suite, c'est faux et archi faux. Vous pourrez d'ailleurs dans cette formation-là, vous verrez que c'est pas plus compliqué qu'un autre. C'est juste une question d'habitude et d'adaptation. C'est sûr que si vous êtes né, que vous avez entre guillemets, que vous avez été baigné dans Windows dès le plus jeune âge, ou macOS, il est évident que de passer à Linux, ça va demander un temps d'adaptation. Mais inversement, si vous mettez un enfant de 4 ans sur Linux dès le début, le jour où vous allez vouloir passer sur Windows 10 ans, 15 ans après, je peux vous assurer qu'il sera complètement paumé. Voilà. Donc Linux, Windows, macOS, peu importe l'OS, ils sont tous les trois intuitifs, d'accord ? Alors on peut tous les trois sans problème s'y mettre, peu importe l'âge, peu importe vos antécédents, peu importe que vous ayez déjà fait de l'informatique ou non avant, peu importe, c'est parfaitement accessible, ça je peux vous le garantir, c'est parfaitement accessible, en tout cas autant que Windows et macOS, donc je vois pas pourquoi ce serait différent. Le troisième point qui est à retenir, c'est que ils entendent respecter certains principes, donc ça on en a parlé tout à l'heure, l'open source, le libre, etc., l'interopérabilité, l'aspect communautaire, etc. Donc voilà, donc il y a certains principes qu'on essaye de respecter dans cet univers-là GNU Linux, qui sont du coup à retenir par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça doit répondre, et ça je pense que c'est un des points vraiment les plus importants selon moi, et qu'il y a tellement de gens dans le monde du libre, etc., qui oublient, et c'est bien dommage pour eux, c'est que selon moi, encore une fois, le système, donc le monde du libre, le monde de l'open source ou tout ce qui est GNU Linux, doit répondre à des besoins utilisateurs et rien d'autre. Rien d'autre. C'est-à-dire que le but c'est pas de prêcher le parfait, comme si par exemple le GNU Linux était un monde parfait et que Windows c'est le mal, macOS c'est le mal. Non, c'est que ça doit répondre avant tout, avant de parler de logiciel ou d'OS, on devrait parler de besoins utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur, il veut aller sur Internet. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est que il va pouvoir le faire, qu'il soit sur Windows, Linux ou Mac. L'utilisateur, il veut jouer à des jeux vidéo, il doit savoir qu'il peut le faire sur Windows. macOS, c'est pas tellement répandu, et le GNU Linux, il y a des jeux, mais c'est pas encore tout à fait comme sur Windows. Donc si c'est un pro gamer, il faut surtout pas qu'il aille sur Windows ou macOS. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça doit répondre avant tout à des besoins utilisateurs et rien d'autre. Quand les gens auront compris ça, surtout les gros défenseurs du libre ou tout ce qui est univers Linux auront compris que c'est l'utilisateur, d'accord, qui doit être satisfait, d'accord, pour lequel on doit apporter et répondre surtout à des besoins, eh bien il y aura beaucoup de choses qui se passeront mieux dans l'univers du libre. Ensuite, il faut savoir que GNU Linux, et ça rejoint le point précédent, c'est loin d'être parfait, d'accord. Là, je vous fais une formation dessus. Il y aura, ou il y a peut-être, selon le moment où vous regardez cette vidéo, une formation pour Windows, pas de macOS, puisque je n'ai pas, à l'heure actuelle en tout cas, de Mac sous la main, donc pas possible. Mais voilà, faut comprendre, c'est pas parfait. Rien n'est parfait, on n'est pas chez les bisounours. Il y a des défauts partout, il y a des inconvénients partout, et peut-être que même pour certains, Linux, ça vous correspondra pas du tout, comme il y a certaines personnes pour qui Windows ne correspond pas du tout non plus. Voilà. Donc, sortez-vous de la tête, pour surtout les gens qui sont vraiment à fond là-dedans depuis longtemps, que Linux est parfait, Linux c'est le bien et puis les autres sont le mal. Non. C'est Linux, ça répond à certains types de besoins auxquels Windows ne répond pas forcément, et inversement. Windows répond à des besoins que Linux ne répond pas forcément non plus. Voilà. C'est chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. À vous de trouver ce qui vous correspond. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de faire cohabiter le monde du libre avec le monde privateur. C'est tout à fait possible. Vous avez le droit d'utiliser Linux quotidiennement et de temps en temps de passer sur un Windows pour lancer Photoshop. Vous avez le droit d'être streamer et de jouer à plein de jeux vidéo, mais de travailler exclusivement ou de regarder vos vidéos depuis un Linux. Tout à fait possible, je vois pas pourquoi parce qu'on veut se mettre à Linux, on devrait s'interdire d'utiliser Windows et inversement, d'accord? La guerre qui oppose les gens qui utilisent Windows, les gens qui utilisent Linux, ou les gens qui sont pro Android et ceux qui sont pro iOS, donc pro Apple, pro Google, ça n'a aucune raison d'être, c'est ridicule, c'est du combat de cours de récré de gamins de CP, voilà. Donc, vous pouvez sans problème faire cohabiter le monde du livre, et je vais beaucoup insister là-dessus parce que je suis un cas assez particulier, je pense, parce que
Je défends le libre, je défends l'open source, il n'y a pas de souci, je suis voilà très utilisateur de ça, mais j'utilise Windows aussi parce que j'ai parfaitement conscience que sans Windows, il y a plein de choses que je pourrais pas faire, et que Windows a de très très bons points, c'est un OS que j'aime aussi, que j'apprécie, et que c'est dommage de dire voilà que l'un est bien et que l'autre n'est pas bien. N'hésitez pas à faire cohabiter les deux. D'ailleurs, vous verrez que vous pouvez, si vous voulez installer deux systèmes d'exploitation sur un même disque dur, donc sur le même PC, et qu'au démarrage de votre PC, vous pourrez choisir vers quel système démarrer. C'est tout à fait possible, c'est des choses que je vous montrerai sous forme de tuto ou directement dans la formation. Donc vous en faites pas, on peut faire cohabiter l'un et l'autre, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit d'utiliser des logiciels payants et à côté d'utiliser des logiciels gratuits aussi. C'est tout à fait possible. Et faites-le, voilà, faites-le, n'hésitez pas à ce niveau-là. Et surtout, ce qu'il faut retenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu, d'accord? Donc j'ai appelé ça un libra bleu, c'est pour la petite référence, certains sauront de quoi je parle, sinon bah libre à vous d'aller vous renseigner sur internet. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, tout ce qui me semble en tout cas à retenir par rapport à ça. Pour la conclusion, je vous ai laissé quelques liens sur des ressources intéressantes. Framasoft, qui est une association, je vous recommande d'aller voir si vous connaissez pas le site, vous allez trouver vraiment des choses très sympas. DistroWatch, comme le nom l'indique, c'est un site qui recense un petit peu, alors je dirais pas toutes parce qu'on pourra jamais savoir toutes les distributions créées, mais une très grande quantité de distributions GNU Linux disponibles. Il y a même des distributions BSD, mais c'est encore autre chose. Linux FR, donc ça c'est un collègue voilà dans le monde de Linux etc qui fait de très bons articles avec d'autres personnes, ils font des dépêches etc. C'est un petit site en fait un petit peu pour s'enseigner sur l'actu autour du libre, de l'open source, de Linux et compagnie, même de BSD. Il y a vraiment de très bons articles, très bien écrits, il y a beaucoup de choses. Quand vous cherchez des petits logiciels, des petits moteurs de jeu ou des jeux vidéo qui sont pas forcément payants ou des jeux vidéo qui sont disponibles par exemple sur Linux, eh bien vous trouverez pas mal de choses ici. Donc je tenais à faire une petite publicité pour ce site qui selon moi en vaut vraiment la peine parce que c'est de la qualité et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir. Et évidemment la documentation Ubuntu, donc ça c'est pour ceux qui connaissent déjà surtout, c'est un petit peu la bible voilà pour celui qui se met sur Linux, parce que même si vous êtes pas plus tard sur un système dit Ubuntu, donc c'est le nom d'une distribution, ce sera beaucoup et très fortement utile pour même d'autres systèmes. Donc je vous mets le lien ici quand même parce que ça pourra vous servir peut-être pour la suite. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette intro, j'espère que ça a été suffisamment clair pour tout ce qu'il y avait à dire. Vous aurez sûrement beaucoup de questions et de toute façon, au fur et à mesure des vidéos, vous en aurez de plus en plus. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, d'accord, quitte à revoir la vidéo et puis d'écrire vos questions au fur et à mesure, d'accord, de l'avancée de la vidéo pour pouvoir après me les mettre en commentaire. J'y répondrai, il n'y a pas de problème si vous avez des débats ou des sujets sur lesquels vous voulez discuter, notamment l'aspect sécurité sur Linux ou autre. N'hésitez pas aussi, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Discord, d'accord, c'est notre serveur vocal avec des salons textuels ou en vocal, c'est au choix, mais on peut se retrouver là-dessus. Puis évidemment, c'est des sujets dont on aura l'occasion aussi de parler en live indirectement. Voilà, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve du coup pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on va simplement installer notre système. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plusieurs distributions disponibles, en quoi elles consistent, pareil, et qu'est-ce qu'on peut retrouver de différent entre ces distributions, parce que vous doutez, s'il y en a des centaines, des milliers, c'est bien qu'il doit y avoir un intérêt d'en avoir autant, d'accord, d'en avoir une certaine variété, et après on verra comment installer notre système, voilà, pour que vous puissiez après commencer à l'utiliser dans la séance qui viendra ensuite. Voilà, à bientôt tout le monde, et puis en attendant, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, etc., patata, à partager autour de vous, à en parler, à crier haut et fort, à ouvrir votre fenêtre et puis gueuler, GNU Linux, etc. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, bonne journée.